Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Océan FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez sur l'ensemble, bien sûr, du territoire national et bien sûr dans le monde entier, bienvenue sur l'émission Carte sur table, votre émission sociopolitique des médias du groupe de presse Le Matinal. Nous sommes dimanche 28 janvier de l'année 2018. Merci de nous rester fidèles. C'est un séisme d'une grande amplitude qui vient de frapper la Cour constitutionnelle du Bénin. Il s'agit bien sûr de la démission surprise du conseiller Simplice Dator. C'est une première. Cette démission laisse perplexe plus d'un observateur de la vie politique nationale. Pourquoi jeter l'éponge à 4 mois de la fin du mandat? Y a-t-il des tensions au sein de la Cour entre ses 7 membres? Les commentaires vont bon train. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale annonce la mort d'un député PRD, l'honorable Feu Janvier Donwawe, qui s'est éteint hier. Désormais, au nombre de 82, le bloc de la majorité parlementaire perd donc un membre et se retrouve donc à 59. L'actualité, c'est aussi la guerre souterraine que mènent la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, la grève générale des travailleurs du secteur public. Nous parlerons également de la jeunesse béninoise, les défis de la jeunesse béninoise pour l'avenir. Invité de ce numéro de Carte sur table, M. Sinodob Agli, analyste politique. Monsieur Lévité, bonjour. Bonjour, monsieur Suisse. Vous êtes sur Océan FM émettant de Cotonou. Vous êtes également sur Urban FM de Parakou en synchronisation et sur Océan Télévision. Pour ceux qui sont loin, bien sûr, donc de la radio-télévision, vous pouvez donc suivre cette émission à travers l'application Océan FM 88.6 téléchargée sur Play Store. Et puis à partir de 10h, 2 numéros seront libérés pour intervenir dans cette émission. Le 65 00 24 24 ou le 61 53 90 53. Toute l'équipe est en place. Merci et bienvenue à vous tous. Monsieur Sinodob Agli, bonjour et merci de venir partager quelques moments de réflexion, surtout d'analyse politique avec nous. Merci bien. Alors, je le disais donc en introduction, c'est une nouvelle qui a surpris plus d'un, la démission du conseiller Simplice Dator de la Cour constitutionnelle. Le communiqué laconique rendu public par la haute juridiction n'a pas précisé les raisons de cette démission. C'est d'ailleurs une première dans l'histoire du Bénin, je l'avais dit tantôt. Alors, votre première réaction, monsieur Sinodob Agli, sur cette démission surprise? J'avoue que pour moi, cela révèle une fois encore que nous sommes dans un état assez particulier, dans un état où le rayonnement de la volonté de l'humain d'abord, de l'intellectuel après, de l'intelligence conceptuelle dont l'homme est doté, reste toujours une émulation tout à fait libre. Et je crois que les premières réflexions qu'on pourrait avoir après une telle information, surtout lorsqu'on se rend compte qu'on est à 4 mois de la fin du mandat, on se demande pourquoi le conseiller, le sage, n'aurait pas pu patienter 4 mois. Mais il faut reconnaître aussi qu'à des moments donnés, c'est difficile pour vous de garder sur vous et de retenir en vous durant une certaine longue période un certain nombre de faits ou de comportements ou d'attitudes ou de situations qui se révèlent être contre votre nature et contre vos valeurs. Je ne connais pas personnellement les raisons qui ont motivé cette démission, mais lorsqu'on voit un peu le visage de cette mandature particulièrement de la Cour, pour ne serait-ce que les différentes décisions prises et reprises. Je préfère mettre le prise et reprise dans un sens de fait et d'effet, soit même ses propres décisions, alors on a pris l'habitude de dire que les décisions de la Cour sont sans recours. Il est de bon ton de se demander si, entre-temps, les convictions et les valeurs auxquelles croyait véritablement l'homme en travaillant aux côtés de ses pairs au sein de cette institution-là n'était pas à un moment donné remise en cause et ne l'obligeait pas à s'éloigner pour restaurer d'une manière ou d'une autre son image
et ce qui pourrait lui rester en termes de crédibilité. Voilà, justement, les commentaires vont bon train au sein donc, de l'opinion publique nationale. Pourquoi jeter l'éponge 4 mois, donc, à 4 mois de la fin du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Mais y a-t-il, selon vous, M. Sinodob Agli, des mains invisibles qui sont peut-être, qui ont mêlé le conseil d'Ato à rendre établi? Je ne sais pas quel pourrait être l'intérêt ou quelle pourrait être l'utilité aujourd'hui pour une main invisible d'amener M. Dato à rendre le tablier, encore que la loi dit que son remplacement doit être effectué. Donc je crois que si quelqu'un a intérêt particulièrement à le faire partir pour pouvoir le remplacer, cette personne doit avoir suffisamment les coudées franchis, les mains assez fortes pour pouvoir lui faire ce qu'il a envie de faire. Parce que si on estime qu'il y a un remplaçant qui vient, qui doit pouvoir être à la solde de quelqu'un qui fait partie, M. Dato, ça veut dire que M. Dato est capable également d'être à la solde de cette personne qui est assez forte pour le faire partie. Donc l'un dans l'autre, moi je crois que c'est la volonté ou le souci de certains de nos compatriotes de sauter là où le mur court, en estimant que, bon, parce qu'on a pris une décision qui n'est pas du goût de certaines personnes, on manipule. Moi je crois beaucoup plus, parce que lorsqu'on analyse de façon profonde, c'est beaucoup plus pertinent et plus judicieux de voir la logique dans le sens où l'homme ne se retrouve plus forcément, sans doute, en phase avec cette façon de faire ou cette façon de dire le matin que c'est blanc et le soir que le même objet qui était blanc le matin ne l'est plus le soir. Il suffit de voir certaines lois, notamment cette loi sur la grève, qui a fait couler assez de langue et d'encre et de salive ces derniers temps, qui montre, qui met véritablement à nu cette incapacité malheureusement, je suis peiné de le dire, mais cette incapacité de cette cour-là aujourd'hui à rester constante, à rester fidèle à cette vision de défendre véritablement la démocratie béninoise conformément à la Constitution. Parce que lorsque en une année, vous estimez que retirer le droit de grève est conforme à la Constitution et que quelques années après, vous estimez que ce n'est pas conforme à la Constitution et que dans le même temps, dans le même pays, vous estimez que certains n'ont pas le droit de perdre leur droit de grève, mais que d'autres ont le droit de perdre ce droit de grève, à un moment donné, ça demande matière à réflexion. Oui, mais en raison quand même de la sensibilité de sa mission, les décisions de la Cour constitutionnelle ne laissent personne indifférent, vous l'avez si bien dit, mais elle a reçu beaucoup de critiques en ce moment avec les décisions. Et, alors, vous êtes quand même un analyste politique, M. Sinodob Agli. Y a-t-il donc des tensions au sein de la Cour entre ces 7 membres? Peut-être que, vous l'avez dit, il n'est plus en phase avec peut-être les décisions de la Cour du président Olo, mais est-ce une décision seulement en interne? Je ne pourrais pas l'affirmer de façon péremptoire, mais il serait pas réaliste d'imaginer qu'il n'y ait pas de tension ou qu'il n'y ait pas de désaccord entre 7 intellectuels qui se mettent ensemble et qui doivent conduire des réflexions pendant 5 années et qui, durant ces 5 années, sont amenés à dire le contraire plusieurs fois de la même chose. Je suis sûr que parmi les 7, il doit y avoir au moins 1 ou 2 personnes dotées d'assez de lucidité pour se dire qu'ils ne sont pas en train d'être fidèles à leur mission lorsque le matin on dit une chose et que le soir on dit autre chose. Donc c'est vraiment certain, à la limite je dirais que c'est inévitable que dans ce genre d'environnement, que tout le monde continue de penser de la même manière, parce que même si nous sommes tous dotés d'intelligence au départ, nous ne sommes pas tous dotés de la même capacité d'honnêteté, de transparence, de fidélité, de loyauté vis-à-vis de la démocratie. Alors, que disent justement les thèses de la République après la démission du conseiller Simplice Dato? Nous écoutons à ce sujet le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, M. Gilles Balé. Le constituant et le législateur organique ont encadré cette situation et ont prévu, par exemple, l'article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit que un membre de la Cour constitutionnelle peut démissionner pour être, par une lettre adressée au président de la Cour constitutionnelle. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant. Cela veut donc dire que toutes les formalités sont faites. Le président de la Cour constitutionnelle qui a reçu ce courrier
a informé le président de la République et comme le conseiller Dato a été nommé par le président de la République en qualité de juriste de haut niveau ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle en 2013, la règle du parallélisme des formes voudrait que ce soit encore le président de la République qui nomme son remplaçant dans le courant de ce mois de janvier, qui est le mois de la démission de ce conseiller. Nous devons nous attendre donc à la désignation par le président de la République d'un juriste de haut niveau ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle. Je tiens à rappeler que pour la Constitution du Bénin, un juriste de haut niveau, c'est soit un professeur de droit, soit un praticien du droit, c'est-à-dire avocat, notaire, toutes les professions juridiques. Voilà, à l'instant, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, M. Gilles Bali, c'est une pression supplémentaire hein, sur le chef de l'État de nommer très rapidement donc un autre rouge juriste au sein donc, de la Cour constitutionnelle. Oui, évidemment, c'est une pression supplémentaire, mais c'est une pression que je crois que l'homme est capable d'assumer dans la mesure où il a dit clairement qu'il est prêt pour le job. Et ça fait partie du job. Voilà, le président de la République, Patrice Talon, qui n'est pas au pays actuellement, puisque ce dimanche 28 janvier de l'année 2018, il doit assister donc à la cérémonie officielle de la 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La bataille pour récupérer le poste avant fin janvier a déjà commencé sans doute dans les couloirs de la rupture, puisque vous faites partie de la rupture, c'est ça? Je crois que le temps est assez court et il n'y aura pas véritablement une grande bataille. Je crois que, et connaissant aussi l'homme, connaissant la personne du chef de l'État, je crois que ce n'est pas véritablement... il ne donnera pas place à une grande bataille. Parce que il trouvera à coup sûr dans les délais prescrits par la loi la personnalité, le juriste de haut niveau qui mérite sa confiance et qui pourra véritablement continuer à défendre notre démocratie. Il doit avoir le nom avant le mercredi prochain, le 31 janvier. Donc, c'est ce que les tests disent. Hein, oui, et jusque-là, le chef de l'État a montré son attachement au respect des lois de la République et je continue de croire qu'il restera fidèle à cet engagement. On a vu plusieurs avocats sur les ondes des radios et des télévisions. Est-ce que c'est une bataille souterraine pour occuper cette place-là? Quoi qu'on dise intellectuellement, c'est juste d'aspirer à des fonctions, surtout des fonctions aussi prestigieuses qu'une fonction de membre de la Cour constitutionnelle. Mais je crois que nous avons affaire aujourd'hui pour ce qui est de l'homme qui doit désigner, je veux parler du chef de l'État, à quelqu'un qui ne se laisse pas véritablement manipuler par deux ou trois commentaires ou deux ou trois interventions ou autres mesures. Quoi qu'on dise, c'est l'un des hommes, aujourd'hui, des hommes politiques de notre pays qui maîtrise le mieux l'environnement et l'écosystème de la politique, tant dans ses compositions humaines que dans ses compositions stratégiques. Donc, nous continuons de lui faire confiance, nous continuons de croire qu'un choix judiciaire sera fait sous peu. Tout à fait. Alors, revenons maintenant sur les décisions de la Cour constitutionnelle. Certaines dispositions de la loi portant en statut des personnels de la police républicaine sont déclarées contraires à la Constitution. Votre point de vue? Oui, ça c'est encore l'une des décisions de la Cour qui nous amène à réfléchir, à nous demander véritablement si la Cour, au finish, ne décide pas par rapport à l'homme, par rapport à la nature ou au patronyme du chef de l'État ou par rapport au système politique qui est à la gouvernance de notre pays. Parce que cette même Cour a décidé de retirer le droit de grève aux policiers. Oui. Aux forces de sécurité. Cette même Cour rétablit le droit de grève à la police républicaine, qui est en réalité une force de sécurité et de défense. Donc, à un moment donné, on se demande, est-ce que finalement nous sommes toujours en train de dire du droit, ou est-ce que nous sommes... Parce que quoi qu'on dise, pour le profane que je suis, au pire des cas, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Parce que nous avions déjà pris une décision hier qui encadre et qui oriente, qui donne un certain nombre de dispositions, je ne vois pas où se situe le bon sens lorsque cette même Cour
dans sa même composition pratiquement, se dédie en revenant sur ce qu'elle avait dit avant. C'est simplement parce que entre les deux situations, la seule constante qui a changé, c'est le chef de l'État. C'est une cour à plusieurs vitesses, selon vous. Deux vitesses. Et quand c'est une cour, oui, évidemment, nous voyons visiblement que c'est une cour à 2 vitesses. Et parce que c'est une cour à 2 vitesses, c'est une cour qui fait peur. C'est une cour qui ne rassure pas véritablement par rapport à sa capacité à sauvegarder, à préserver cette valeur qui nous est si chère, qu'est la démocratie. Donc vous avez peur de la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Oui, au-delà d'en avoir peur, je fais partie des Béninois qui souhaitent vivement que ce mandat finisse véritablement, que nous nous retrouvions très vite en juin et que Dieu nous préserve de décisions aussi hasardeuses encore avant juin pour que nous puissions véritablement rapidement tourner la page et nous concentrer davantage sur ce qui est pour nous la préservation et la sauvegarde de notre démocratie. Donc vous regrettez un peu le rejet du projet de révision de la Constitution qui devait quand même clarifier un certain nombre de choses au niveau des institutions de la République? Je n'ai jamais manqué de dire que les Béninois et surtout l'élite béninoise a raté une opportunité en or en rejetant cette révision de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez le commun des mortels, quand vous écoutez, quand je dis le commun des mortels, je parlais de la frange qui se réclamait de l'opposition aujourd'hui, elle a pour habitude de dire le chef de l'État s'accapare des institutions de la République, c'est l'argument facile. Mais voilà un homme qui a offert à la nation un projet de société, un projet de révision de la Constitution qui le dépouillait de tous les pouvoirs, qui le dépouillait de toutes les armes qui lui permettaient d'avoir, d'une manière ou d'une autre, un moyen de contrôler ces institutions. Et ce sont les mêmes hommes, les mêmes acteurs qui ont dit c'est dangereux, c'est une constitution criminelle, il faut la combattre. Et c'est ceux qui aujourd'hui disent qu'ils contrôlent les institutions qui, hier, battaient le bacadam pour dire il faut rejeter ce projet, qui ont célébré le rejet de ce projet. Aujourd'hui, on trouve que, quoi qu'on dise, lorsque j'ai un pouvoir, que j'estime être un pouvoir dangereux, et que je demande que vous me repreniez ce pouvoir, et que vous me dites non, nous tenons à ce que tu gardes ce pouvoir, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'exercer ce pouvoir. C'est ça. Donc aujourd'hui, le chef de l'État exerce un pouvoir qui, jusque-là, est encore dans les coudes du respect de la Constitution, dans le respect de la démocratie, de la liberté des uns et des autres. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé à entendre parler d'arrestation sommaire, de violence sur X ou sur Y. Nous voyons ce qui se passe dans les pays voisins. Jusque-là, je continue de croire que nous avons un démocrate qui croit en la démocratie, mais que malheureusement nous avons une élite qui, au lieu parfois de décider pour l'intérêt général, décide toujours en regardant son nombril. Vous êtes président de voir le mois de juin, donc pour le renouvellement donc, en tant que de la Cour constitutionnelle, mais vous savez aujourd'hui, le chef de l'État doit nommer, puisque s'il faut respecter l'actuelle constitution de notre pays, doit envoyer 3 personnes donc, au niveau de la Cour constitutionnelle. Et étant donné aujourd'hui que l'Assemblée nationale dispose d'une majorité proche donc, du chef de l'État, on s'attend à ce que la Cour prochaine soit quand même une Cour proche du chef d'État selon votre cas. Oui, absolument. Cela va sans dire. Et ça ne fait que confirmer ce que je disais tout à l'heure. On aurait donné suite à ce projet de révision de la Constitution, qu'on n'aurait plus cette configuration de la Cour constitutionnelle, qu'on n'aurait plus cette capacité pour le chef de l'État d'avoir aujourd'hui une composition qui lui soit beaucoup plus favorable. Mais de toute façon, ce n'est pas moi qui regrette que la Cour constitutionnelle soit favorable au chef de l'État. Parce que ceux qui doivent vraiment regretter, c'est ceux qui hier ont rejeté ce projet de révision de la Constitution. Parce que sur les médias où je suis passé, j'ai eu l'occasion de le dire, c'était une opportunité à saisir pour lier davantage les mains au chef de l'État et le contraindre à se concentrer sur ce qui est et ce qui doit être son intérêt principal, qui est le développement de notre pays. Voilà. Il en est de même pour le droit donc, de retrait de la grève aux agents de la santé et de la justice. La Cour demande d'encadrer donc, la grève, mais pas de la supprimer. Oui. Encadrer. Oui, quoi qu'on dise, j'ai souvent pour habitude de dire que ceux qui jubilent parce qu'ils n'ont pas bien pris le soin de s'arrêter et d'écouter. Parce que s'ils prennent le soin de s'arrêter et d'écouter, ils comprendront que lorsque on demande à ce qu'on encadre quelque chose qui pour moi est un droit,
on demande déjà à celui à qui on a demandé d'encadrer, d'avoir, de déterminer les limites. Parce que si je suis censé encadrer vos mouvements, c'est que je suis censé définir les limites de vos mouvements. À partir de ce moment-là, nous sommes déjà dans une forme de suppression qui ne dit pas son nom. En tout cas, ce n'est pas moi qui dirais ça. Mais je dis, pour l'analyste que je suis, l'observateur que je suis, la Cour a un peu feinté la vérité, a manqué de courage pour dire les choses comme ça doit se dire. Parce que lorsque je ne veux pas qu'on supprime quelque chose, je ne l'encadre pas. Parce qu'une fois que je demande à ce qu'on l'encadre, c'est que j'ai déjà commencé à définir la limite. Mais l'autre, quoi qu'on dise, il est indispensable aujourd'hui dans notre pays que soit le modèle de syndicalisme que nous faisons soit repensé, soit que véritablement les décisions ou les libertés qui entourent cette activité syndicale soient véritablement également repensées. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est une minorité qui prend la majorité en otage. Aujourd'hui, combien de fonctionnaires avons-nous dans le pays ? Mais combien sont dans le pays qui travaillent et qui produisent également de la richesse? Mais combien sont pénalisés lorsque ces fonctionnaires prennent le pays en otage? Je ne suis pas contre qu'on manifeste, je ne suis pas contre le droit de grève, encore que je suis un ancien syndicaliste et je continue de croire fermement que le syndicat a un rôle déterminant et fondamental à jouer dans la préservation de tout ce qui est débordement et tout le reste. Mais en même temps, je continue de dire, et ça je l'ai toujours défendu quand j'étais encore activement syndicaliste, je l'ai toujours défendu, nous devons toujours penser d'abord à l'intérêt général. Parce que lorsque vous êtes un personnel de la santé, que vous décidez de faire grève illimitée, sans service minimum, à part ce moment-là, il vaut mieux pour vous distribuer des poisons à toute la population et leur demander allez vous suicider. Encore que nous savons que nous sommes dans un pays essentiellement pauvre, où la proportion de pauvres et la capacité de pouvoir accéder aux soins de santé dans les hôpitaux privés est très réduite. Et même lorsque nous regardons les plateaux techniques, la capacité pour les hôpitaux privés et les cliniques privées de pouvoir recevoir un certain nombre de malades, parce qu'au-delà de tout, on finit toujours par faire on finit toujours par orienter les malades vers des centres de référence comme le CNHU et autres. Et ces centres-là sont toujours dans les gérants du public qui sont toujours pris en otage parfois par les grèves sauvages. Donc, l'un dans l'autre, il est important que nous puissions désormais prendre sur nous la responsabilité de comprendre qu'on peut avoir plusieurs autres moyens de lutte qui fassent parfois même, peut-être même plus mal que la grève. Plus malade aux dirigeants que la grève. Et pour ça, je crois que certains secteurs qui sont des secteurs très sensibles, des secteurs vitaux, doivent pouvoir savoir raison garder par rapport à la prise de certaines décisions. Mais l'autre chose encore fait beaucoup plus réfléchir par rapport à l'ensemble de l'utilisation de la grève par le mouvement syndical, c'est cette façon de transformer systématiquement la bourse du travail en base arrière pour les politiciens qui ont perdu le pouvoir. Et ça, c'est une problématique à laquelle les centrales syndicales doivent désormais vraiment trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'aborder la bourse du travail. Est-ce qu'en son temps, vous avez fait des propositions en tant qu'ancien syndicaliste? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus là-bas que vous faites cette proposition-là? Non, c'est dit, quoi qu'on dise, j'appartenais à une centrale et je discutais véritablement et très régulièrement avec mon secrétaire général confédéral qui connaît d'ailleurs bien ma position par rapport à la question. Je n'ai pas manqué de dire qu'il faut que nous fassions véritablement une démarcation entre les organisations politiques et les organisations syndicales. Parce qu'à un moment donné, la grève ou les appels à la grève sont parfois bien fondés, bien liés à des revendications syndicales, mais parce qu'on s'est laissé tellement embourber ou tellement mélanger dans un copinage à la limite très incestueux avec certains hommes politiques, on se retrouve dans un environnement où on n'est plus compris même par la population. Donc vous pensez que le front du sursaut patriotique ressemble un peu à la salade russe, c'est ça? Il y a un petit mélange? Mais il ne peut pas en être autrement dans la mesure où ceux qui hier, en 2014 déjà, venaient à la télé parce qu'ils étaient aux côtés du chef de l'État passé, venaient dire si quelqu'un grève, on va lui retirer, on va lui couper son salaire, on va lui faire des défalcations, on ne remboursera pas les défalcations et tout ça. C'est ceux-là qui aujourd'hui se mettent encore en bomba à côté de nos mêmes syndicalistes pour marcher, pour dire on ne va pas faire grève, on ne doit pas retirer le droit de grève, on doit faire grève. À un moment donné, on se demande est-ce que nos responsables syndicaux méritent toujours d'être écoutés?
Parce que lorsque hier, tu me regardais de face et tu me disais, il faut que je t'arrache un droit. Et qu'aujourd'hui, parce que tu n'es plus au pouvoir, parce que tu n'es plus à la décision, tu reviens à côté de moi pour dire, je viens t'aider à lutter contre ce que hier j'ai défendu, j'ai prôné, et que je continue d'accepter ça. Soit c'est que je suis une prostituée, ou soit c'est que moi-même je ne m'aime pas ou je manque de bon sens. Parce qu'à un moment donné, on commence à se demander, est-ce que le syndicat a forcément besoin de ces hommes politiques qui ont perdu le pouvoir pour avoir la force de lutter? Je crois que non. Je crois que non, parce que c'est plutôt ces politiciens-là qui viennent profiter de la force syndicale pour pouvoir donner du vent à leur combat. Et là, les syndicalistes doivent le comprendre pour faire une démarcation nette. Pour que, comme le disait le secrétaire général de la CSTB, un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, de la CSA, je veux dire, monsieur Amoussou, il disait il faut que la bourse du travail cesse d'être une base arrière pour les politiciens qui ont perdu le pouvoir. Et ça, je souscris entièrement à cette vision-là. Je souscris entièrement à cette vision. Et tant que ce n'est pas comme ça, on continuera de voir que les grèves ne sont que des grèves politiques, que les grèves ne sont pas basées sur des revendications claires. Et c'est d'ailleurs justement pour ça qu'on se demande à des moments donnés qu'est-ce que les gens nous veulent, en fin de compte. Parce qu'au final, dans ce pays, on a l'impression que le pays est constamment en grève. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Dans un pays en voie de développement, on sera constamment en grève. C'est une problématique très importante. Et tant que les politiques, tant que les intellectuels, honnêtement, en toute démarcation de toute position partisane, on ne s'asseyera pas pour réfléchir, prendre des mesures vraiment ardues par rapport à cela. On a beau réfléchir et sortir toutes les politiques et toutes les stratégies de développement, on continuera toujours de piétiner parce que l'administration qui doit porter l'ensemble de ces politiques, de ces revendications, l'ensemble de ces politiques-là continuera d'avoir des revendications politiques et continuera donc d'être en grève. Voilà, il y a quand même une autre institution qui est dans l'œil du cyclone, hein, l'Assemblée nationale, vous savez, qui n'a pas donné suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui demandait la désignation des membres du Parlement qui doivent siéger donc au COS-LEPI. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite pagaille, franchement, qui s'observe au niveau de nos institutions aujourd'hui? Peut-être le mot est trop fort. Le mot est sans doute trop fort, mais je crois également que lorsque vous, à un moment donné, vous êtes un père de famille et que vous dites que plus personne ne se déchausse à l'entrée du salon, vous avez dit ça le 1er janvier, et que le 5 janvier, vous-même vous déchaussez à l'entrée du salon et que vous conseillez à votre épouse de se déchausser à l'entrée du salon, et à votre Benjamin de se déchausser à l'entrée du salon, et qu'après vous ramassez 2 chaussures, vous mettez dedans et que vous laissez une à l'entrée, à la fin de ce mois-là, vous pouvez être sûr que tout le reste des enfants se déchausseront à l'entrée du salon. Cette pagaille, comme vous le dites, ne naît que du fait de la perte d'autorité, de la perte de crédibilité de l'institution qui doit pouvoir régir et pouvoir réguler cet environnement-là. Et c'est ça le problème que je posais tout à l'heure par rapport à la constitutionnelle. Lorsque vous dites 1 le matin et que le soir vous dites que ce 1 là n'est plus 1, que ça devient 2, et 2 jours après que ce 2 que vous avez dit tantôt est redevenu 1, à un moment donné, quand vous dites même que quelque chose est 3, on a tendance à dire attendons encore un peu, ils reviendront sur ce 3 là. Et je me demande si ce n'est pas à ça que joue l'Assemblée nationale avec la Cour constitutionnelle par rapport à cette question de la LEPI. Parce qu'elle se dit sans doute, si je patiente encore un peu, comme ils ont l'habitude de revenir sur leur position, ils reviendront nous dire qu'on aurait dû patienter. Donc autant mieux qu'on patiente et qu'on ait raison en fin de compte. Et c'est ça l'erreur lorsque vous n'apprenez pas à être constant, lorsque vous n'apprenez pas à être juste et que vous voulez mettre de la petite politique dans tout. L'Assemblée nationale, justement, qui est en deuil depuis hier. Vous savez, le député PRD, Janvier Dongwawi, n'est plus. C'est un coup dur pour le parti arc-en-ciel de Maître Adrien Ongweji. L'Assemblée nationale finira à 82, puisque le siège ne peut plus être pourvu. Vous le savez mieux que moi, puisque le feu Janvier Dongwawi était un suppléant d'Hubert Dadjara, de Misserté, donc j'allais dire. Alors, un de moins pour le bloc de la majorité parlementaire. Est-ce que ça aura des conséquences politiques à l'avenir? Non, je ne crois véritablement pas que ça aura des conséquences. Parce que le chiffre 1 à l'Assemblée nationale, c'est très important. Oui, tout à fait. C'est vrai que un de moins dans un groupe parlementaire, c'est que vous n'êtes plus président d'un groupe parlementaire. Oui, en effet. Mais je crois que le bloc de la majorité présidentielle est assez confortable pour ce qu'il faut. Pour la petite observation, elle est assez confortable. Ce n'est pas -1
qui fera véritablement chavirer le navire. C'est vrai que l'homme qui part est un grand militant du Parti du Renouveau démocratique, qui est un acteur important du bloc de la majorité présidentielle. Et c'est le moment de rendre hommage à sa mémoire et de saluer tout le combat qu'il a fait durant son séjour sur cette terre pour que notre pays, notre démocratie puisse continuer à connaître le rayonnement qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais je crois également que cette perte ne fait pas véritablement changer les donnes pour ce qui est du bloc de la majorité présidentielle, de son confort par rapport au contrôle de la machine parlementaire, chose, quoi qu'on dise, qui est d'ailleurs indispensable pour que nous puissions véritablement connaître un développement, surtout qu'en face, nous avons une machine qui veut tout rejeter pour rejeter. Alors, justement, avant les législatives de 2019, il y a deux réformes majeures qui sont envisagées du côté de l'Assemblée nationale de ceux qui soutiennent le président Patrice Talon, la modification de la charte des partis politiques et la réforme du système partisan pour favoriser le regroupement des partis politiques. Aujourd'hui, on doit forcément aller sur ces deux points avant les législatives 2019. Ce serait l'idéal pour éviter que nous continuions à avoir une Assemblée nationale qui constitue un refuge pour ceux qui font ce qu'on ne doit pas faire. Je crois véritablement qu'il faut que nous redonnions à la politique son sens, que nous redonnions au mandat parlementaire également son sens et à l'ensemble des mandats politiques d'ailleurs leur sens. Et pour ça, il faut éviter que parce qu'on est un opérateur économique et qu'on a réussi au détour d'un mandat ou d'un pouvoir qui nous a été favorable et qu'on a un peu d'argent, qu'on puisse utiliser ces ressources-là pour empêcher dans sa localité l'éclosion de l'intelligentsia, de la capacité à pouvoir opiner sur les lois et à pouvoir prendre des décisions justes pour la République et aller s'asseoir à l'Assemblée pour pouvoir profiter d'un passeport diplomatique ou profiter des avantages d'immunité qui vont avec et pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Il est important que nous ramenions la politique aux politiciens, que nous ramenions la politique à l'ensemble de la machine politique pour pouvoir véritablement nous mettre dans un environnement où les choses se font comme ça doit se faire. Et ça, je crois que la réforme du système partisan jouera fondamentalement un rôle dans cette mutation et dans cette transformation qui ne permettra d'ailleurs qu'à notre pays de mieux se porter. Parce que si le Parlement est bien, c'est que les lois qui sont prises pour la République sont bien. Ça veut dire qu'on travaille à créer un environnement et des citoyens bien et par conséquent, forcément avoir une République qui se porte bien. Donc, pour moi, je crois que la réforme du système partisan est nécessaire, est fondamentale et surtout, on ne peut pas réformer le système partisan sans travailler sur le code électoral. Parce que réformer le système partisan, c'est définir une nouvelle cartographie, c'est-à-dire définir un nouveau schéma pour que le paysage et l'écosystème politique puissent être redéfinis. Et partant de cela, l'inspiration qui doit gouverner la définition de la réforme du système partisan doit pouvoir continuer sur la révision du code électoral pour définir désormais les conditions d'accès aux positions. Parce que si vous demandez à ce que, au niveau du système partisan, qu'on aille vers des grands ensembles, mais que les conditions pour accéder aux positions politiques n'imposent pas d'aller vers les grands ensembles, c'est que vous travaillez pour qu'on aille vers les grands ensembles, mais vous laissez la porte ouverte aux petits ensembles de continuer à accéder aux positions politiques, alors que c'est ça qu'il faut éviter. Donc l'un dans l'autre, je crois que c'est deux choses qui vont de pair et c'est des réformes qui sont déterminantes pour notre pays. Et sur ça, j'attends véritablement de voir si nos amis qui se réclament de l'opposition trouveront encore que là, c'est une façon pour les chefs de l'État de vouloir contrôler X ou Y, parce qu'aujourd'hui, ce qui sera fait demain n'est pas encore défini aujourd'hui. Donc, il s'agit d'abord de réformer le système partisan, de redéfinir le code électoral et qu'ensemble, que tout le monde aille lutter pour pouvoir accéder aux positions politiques. Vous parlez bien sûr du code électoral, on annonce 99 députés, si on arrivait à réformer un peu le système partisan et un certain nombre de tests au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui notre Parlement a besoin de 99 députés pour fonctionner? Est-ce qu'on a les moyens de notre politique aujourd'hui? Je crois même que c'est sans doute parce qu'on veut continuer à gérer en termes de budget un certain nombre de choses qu'on s'est limité à 99. Sinon, objectivement, on devrait aller au-delà. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui une circonscription comme la circonscription de la 6e circonscription électorale, qui est faite de Calavi, de Soava et de Zé, qui doit produire 4 députés, pendant que
on sait qu'aujourd'hui, Calavi est la cité dortoir. Calavi est aujourd'hui la deuxième ville la plus peuplée du pays, qui doit se mettre encore avec 2 autres communes pour produire 4 députés, pendant que la ville de Cotonou, à elle seule, produit 9 députés. Il y a de quoi se poser la question. Donc, il est indispensable véritablement que ce découpage-là soit revu et que les conditions d'accès aux positions également soient revues. C'est ça. Voilà. Eh bien, nous allons parler bien sûr d'autres actualités. Vous avez suivi sans doute la dernière sortie du président du parti Restaurer l'Espoir, l'ancien ministre Candide Zanaï. Il a fait un sévère réquisitoire, et bien sûr, contre le chef de l'État et sa gouvernance. Qu'en dites-vous? Oh, c'est un peu comme une chanson qu'on entend tous les jours. Lorsqu'on a fini par être habitué à la chanson, même quand ça passe à la radio, on ne fait plus attention. On a eu l'habitude... Parce que c'est ça encore le problème que nous avons au niveau de notre système politique. À un moment donné, on a l'impression qu'on manque d'éthique, qu'on manque de démarche. Parce que c'est difficile de comprendre que celui que vous aviez applaudi, encensé, vous avez estimé que c'est lui seul qui a la solution. Vous vous êtes battu corps et âme pour qu'il accède à une position que quelques mois après, vous estimiez que c'est la pire des créatures. Alors que c'est quelqu'un avec qui vous avez cheminé pendant longtemps. Et durant tout ce temps, vous n'avez pas découvert en lui qu'il est véritablement la pire des créatures. Vous n'avez pas découvert en lui qu'il était un danger. Parce que quoi qu'on dise, excusez-moi de le dire, le président Patrice Talon et le ministre Candide Zanaï, ils ne se sont pas connus hier. Ce n'est pas comme vous et moi. Que je viens de dire aujourd'hui aux Béninois que, M. Hospice de Dravo n'est pas une bonne personne, on pourrait me comprendre. Parce qu'on va dire, il l'a connu quand. Mais tout le monde sait qu'ils ne se sont pas connus hier. Tout le monde sait tout ce qu'ils ont eu à faire ensemble, politiquement parlant, et tout le soutien que l'un et l'autre a représenté pour son second durant toutes ces années dans ce pays. Et que ce soit aujourd'hui seulement que le ministre Candide Zanaï découvre brutalement que Patrice Talon, président de la République, est la pire des créatures à la tête de notre pays. À partir de là, je crois qu'il y a matière à se demander si il y a un rendez-vous qui n'a pas été, s'il n'y a pas un rendez-vous qui a manqué et qui justifie ce niveau de colère. Et quand vous voyez toute la rage qui transparaît dans les propos et qui transparaît sournoisement dans les commentaires, dans les critiques, on se demande si ce n'est pas plus un problème de personne qu'un problème d'idéologie. Le problème, c'est qu'il cite, je cite rapidement ce qu'il a dit la fois dernière, il dit « Je n'ai aucune place dans une gouvernance cynique et despotique ». Donc, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai que ça a étonné tout le monde. Ça rejoint ce que j'ai dit. Si c'est aujourd'hui qu'il découvre que le président Talon est despote, alors qu'hier, je ne sais pas s'il a été quelque chose sans le président Talon. C'est le jouisseur du despotisme qui critique le despote. De vous à moi. Oui. Si vraiment le président Talon est despote, alors permettez-moi de dire que le ministre Candide Zanaï est un jouisseur ou un profiteur du despotisme. Et pour moi, c'est un petit despote aussi. Voilà. Parlons bien sûr de la gouvernance du pays. La conférence épiscopale du Bénin estime que la situation est inquiétante et qu'il faille justement que les différents acteurs se retrouvent autour d'une table du dialogue pour aplanir donc les divergences. Cet appel des évêques du Bénin peut-il justement détendre un peu l'atmosphère, la situation un peu tendue que vit le Bénin actuellement? Vous savez, c'est pas leur premier appel. Et sous tous les mandats, ils appellent toujours. Et sous tous les mandats, la situation restera toujours tendue. C'est ça la politique. Ouais. Il n'y a aucun pays au monde où la situation ne soit pas tendue politiquement parlant. Parce que si ce n'est pas tendu politiquement parlant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance. À un moment donné, convenez que si nous ne pensons pas la même chose, convenez que si nous ne sommes pas à la même position et que si hier, moi j'étais capable de rouler en plaque bleue et de pouvoir faire ce genre de choses et qu'aujourd'hui je ne suis plus en cette position et que je critique, la situation restera forcément tendue. Les évêques sont dans leur rôle de pouvoir, en tant que responsables chargés de la morale, chargés de l'apaisement et tout le reste, jouer leur rôle. Et ça, c'est ce que également les têtes couronnées ont souvent l'habitude de faire. C'est ce que les chefs de nos cultes également ont l'habitude de faire. Je souhaite que Dieu puisse leur donner les armes et l'énergie de pouvoir continuer à le faire, parce que tout ça contribue à sauver notre pays. Tout ça, on sait quel rôle l'Église catholique a joué dans le passé par rapport à la conférence nationale et tout ça. Et c'est pour ça qu'on doit toujours prêter oreille.
et toujours souhaiter d'ailleurs qu'ils ne s'éloignent pas de nous et qu'ils continuent toujours de nous soutenir. Quand il dit soutenir, c'est soutenir le peuple, soutenir la démocratie, soutenir la République, parce que tous ces appels, quoi qu'on dise à un moment donné, amènent à des apaisements. Lorsqu'on s'échauffe, et que le voisin dit calmez-vous, on se calme. Mais même chose, c'est qu'on va reprendre encore les échauffourées. Le fait qu'on soit calmé fait que la reprise des échauffourées prolonge le délai de la déchéance et tout. Et ça fait qu'on continue d'être en paix, on continue d'être quiet. Mais je crois véritablement que ce qu'on caricature aujourd'hui comme crise n'est pas véritablement encore une crise à la hauteur de ce que nous avons connu par le passé. Et dans tout ce qui se passe actuellement, quel est l'avenir donc de la jeunesse béninoise? Vous qui parlez donc au nom de cette jeunesse-là, quelle est votre part de responsabilité dans tout ce qui se passe actuellement? Notre véritable part de responsabilité est de continuer toujours à être un bétail électoral. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez les jeunes au Bénin, lorsque vous regardez un peu le paysage de la jeunesse béninoise, il y a de la qualité. Il y a une véritable qualité qui est capable aujourd'hui là de prendre la relève. Bien entendu, il y a de la pègre dedans, ça on va pas le nier, ça c'est dans tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, il y a une véritable qualité au niveau de cette jeunesse-là. Mais cette qualité peine à s'exprimer, peine à prendre le devant des choses. Il n'y a pas un leader, c'est ça? Non, parce que cette jeunesse n'a pas le pouvoir économique. Nous avions bâti notre démocratie et notre système d'accession au pouvoir sur la capacité à pouvoir déployer un arsenal économique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui peuvent décider à 3-4 mois des élections présidentielles qui sont candidats et parce qu'ils ont la machine économique, ils se retrouvent peut-être 2e, 3e ou 4e aux élections. Pendant que des gens connus déjà sur l'échiquier politique national depuis longtemps, connus pour leurs idéaux, connus pour leur probité, continueront toujours de chanter, mais seront toujours laissés pour compte. Vous serez toujours des spectateurs joyeux, c'est ça? Non, je crois que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est que cette jeunesse puisse prendre conscience, puisse aller à la conquête du pouvoir économique et en même temps à travailler pour pouvoir changer les mentalités. Mais le problème, c'est qu'ils travaillent en rang dispersé. On voit tel jeune qui soutient, telle personne, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une synergie. Et le monsieur de la jeunesse béninoise, c'est ça aussi le problème. Oui. Les gens en profitent. Oui, effectivement. Et il y aura toujours cette disparité-là au niveau de la jeunesse parce que toute organisation politique a besoin de mouvements de jeunes pour la porter. Mais ce à quoi nous allons travailler et ce à quoi personnellement je m'investis aujourd'hui, c'est à pouvoir trouver des creusets dans lesquels les jeunes, qui soient de la mouvance de l'opposition, puissent se parler, puissent travailler ensemble, se soutenir pour aller ensemble à la conquête du pouvoir. Une fois que nous aurions réussi peut-être à nous asseoir à l'Assemblée nationale, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Trouver dans des jeunes de l'opposition et puis de la mouvance, ensemble, travailler sur un projet d'avenir? Est-ce que c'est possible aujourd'hui avec la tension actuelle? C'est possible. Et personnellement, je travaille pour et je suis sûr que j'y arriverai. En fait, ce qui rend la chose parfois difficile, c'est lorsque les autres se disent que vous les amenez vers une destination pour pouvoir profiter d'eux. Mais lorsque vous n'êtes candidat à rien, c'est plus facile pour vous d'être le conciliateur. Donc vous ne serez pas candidat pour l'élection législative? Non, je n'ai pas de projet actuel dans ce sens. Mais mon ambition personnelle, c'est que notre Assemblée nationale, là, telle qu'elle est là, puisse se renouveler à 80% et puisse comporter tout au moins 70% de jeunes. De jeunes, oui. Ça c'est un défi à relever. Oui, tout à fait. Mais après 22 ans, pas 22 ans, mais 22 mois de gouvernance du président Patrice Talon, il y a toujours satisfait du côté donc, de l'emploi des jeunes, parce qu'on a annoncé quand même 100 000 emplois par an. Est-ce que ça a été fait? J'avoue que je n'ai pas véritablement les statistiques pour ce qui est du nombre d'emplois créés. Mais il est évident qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'emplois créés. C'est vrai que beaucoup de personnes font focus sur les entreprises qui ont été dissoutes et autres, qui estiment qu'il y a eu des suppressions de postes. Mais en même temps, ce qui a lieu ce sur quoi il faut attirer l'attention, c'est que lorsque le chef de l'État, dans son ambition, dit qu'il va créer un certain nombre d'emplois, il n'a pas dit qu'il va recruter un certain nombre de personnes à la fonction publique. Et ça, c'est ça l'une des choses qui font enlever de la mentalité de nos compatriotes. La création d'emplois, ce n'est pas la cession à la fonction publique. La création d'emplois, c'est votre capacité à pouvoir entreprendre, à pouvoir non seulement vous mettre à votre propre compte et à pouvoir donner de la chance aux autres, à pouvoir également se mettre à leur compte ou à se mettre à votre compte. Est-ce que les opérateurs économiques sont à l'aise? Parce qu'il faut recruter également ces jeunes-là, puisque vous dites que le secteur public, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Absolument. Est-ce que vous donnez quand même assez, vous donnez quand même un lieu d'espoir quand même aux opérateurs économiques pour pouvoir recruter ces jeunes-là?
Je crois que les lois des finances, à chaque fois le partenariat public-privé, c'est là, bon. Mais... Oui, il y a le partenariat public-privé qui est là, et d'ailleurs, tout est en train d'être mis en œuvre pour que les différents organes qui doivent l'encadrer ont déjà été, les décrets pour pouvoir les mettre en place ont déjà été pris dans ce sens. Et à part ça, quand vous voyez les lois des finances, vous voyez véritablement dans ces différentes lois de finances la volonté de pouvoir amener quand même les gens vers l'entrepreneuriat, de pouvoir sortir les gens de l'informel. Et c'est ce souci également majeur du chef de l'État de pouvoir faire focus sur le développement d'une économie numérique dans notre pays est forcément une preuve d'une ambition certaine de création de beaucoup d'emplois, parce que l'avenir est dans le numérique, l'avenir est dans le digital. Et ça, je suis bien placé pour le dire, parce que c'est d'ailleurs mon domaine de prédilection. Et c'est dans cela, d'ailleurs, que les jeunes et l'ensemble du système éducatif doivent pouvoir repenser nos formations. Hier, pas plus tard qu'hier, le fondateur de Alibaba disait que le grand défi pour l'Afrique, c'est de pouvoir comprendre que l'avenir est dans la digitalisation, l'avenir est dans le numérique, et que si dans 30 ans, l'Afrique continue d'être avec le système éducatif que nous avons aujourd'hui, dans 30 ans, nous allons nous retrouver à nous battre contre des robots, parce que l'ensemble de l'univers aura compris et aura emboîté le pas à cette digitalisation-là, et nous allons continuer à être dans un environnement très archaïque et que nous ne comprendrons pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système éducatif a connu, dès que le chef d'État est venu, surtout au niveau du supérieur, beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes à la limite qui ont été très controversées, mais après, les gens ont compris que c'était très judicieux. Et les réformes ne sont pas finies. Il y a encore d'autres réformes qui vont venir. Et ces réformes contribueront d'une manière ou d'une autre à pouvoir nous amener vers une éducation beaucoup plus orientée emploi, création d'emplois par nous-mêmes, autonomisation et indépendance des jeunes vis-à-vis de l'ensemble de la machine administrative du pays. C'est vrai que certaines personnes devront forcément aller à la fonction publique, parce qu'on a besoin d'une fonction publique et d'une administration publique dynamique pour pouvoir porter le secteur privé, pour pouvoir porter les services publics et pouvoir porter le social. Donc, l'un dans l'autre, tout le monde devra jouer sa partition, mais il ne faut pas qu'on continue d'attendre le secteur public pour dire la création d'emplois doit venir de là-bas. Voilà, puisque vous parlez de l'éducation, vous savez que le ministre Kakomoyon a pris un certain nombre d'arrêtés pour réglementer un peu donc, le système éducatif béninois, surtout donc, en ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. On parle de l'habillement. Pourquoi l'autorité ministérielle a pris une telle note circulaire? C'était normal de le faire, parce qu'aujourd'hui, on voit nos professeurs qui ne s'habillent pas bien, on voit des enfants, des jeunes filles qui s'habillent mal, et on en vient un peu sur les réseaux sociaux, hein, tout ce que vous avez vu sans doute sur les réseaux avec nos jeunes étudiantes voilà, qui parlent bien sûr du sexe également. Voilà, il y a tellement de choses à corriger. Il y a aussi cette mentalité. Quand on parle de jeunes, il faut commencer justement par l'école. Exactement. Et quand on parle de l'école, le premier repère de l'apprenant, c'est son formateur. C'est ça. Lorsque nous étions au cours primaire, lorsqu'on sort de la classe à 17h ou à 18h, notre premier souci pour les 30-45 minutes qui suivent, c'est imiter au maximum le professeur. Lorsqu'on se retrouve le mercredi soir où on ne va pas à l'école, ou le samedi entre amis et qu'on s'amuse, on passe, surtout lorsque vous êtes vers la fin du cours primaire, votre véritable souci, c'est imiter au maximum votre professeur. C'est jouer le maître pendant que vous constituez vos petits frères en élèves. Et pendant ce temps, votre plus grand repère est donc votre formateur. Et si votre formateur est quelqu'un qui est toujours en tenue bigarrée, qui est toujours en tenue débraillée, toujours des tapettes aux pieds, vous pensez dans votre tête que c'est cette façon de s'habiller qui est la bonne. Et parce que vous avez formaté ça depuis votre enfance, vous grandissez avec. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je reste très reconnaissant vis-à-vis de mes formateurs, parce que les grands modèles que j'ai eus vis-à-vis de la façon dont il faut s'habiller à telle ou à telle occasion, c'était mes formateurs. Et ceux-là, sur moi, ont eu un bon impact. Mais il faut avouer que oui, j'ai des amis qui enseignent, j'ai des parents également qui enseignent, et je sais qu'à des moments donnés, j'interpelle certains, je dis, le salaire, tu ne devrais pas être comme comme ça. ça. Quand même assez consistant, le salaire, et c'est pas facile de multiplier. Donc Ce n'est pas cher de bien s'habiller, c'est cher de s'habiller cher. Il y a une différence. Ce n'est pas cher de bien s'habiller, c'est cher de s'habiller cher. Parce que s'il faut mettre une chemise, mettre un pantalon et l'enfoncer et mettre dessus une ceinture, ce n'est pas cher.
parce que le ministre Kakomaouyo n'a pas demandé à ce que tous les enseignants portent des chaussures de 45 000 francs au moins. Il n'a pas pas exigé des prêt-à-porter. Il n'a pas exigé qu'on aille acheter des ceintures de marque X ou YZ. Ça veut dire que ce n'est pas cher de bien s'habiller. C'est plutôt cher de vouloir s'habiller cher. C'est cher de vouloir suivre la mode. Il n'a pas demandé qu'on suive la mode, il a demandé qu'on s'habille proprement. Et ça, je crois que même pour l'enseignant lui-même, ça participe à restaurer son image dans son milieu et ça participe à gagner la confiance de ses apprenants et de son environnement, parce que c'est à cause de leur habillement, c'est à cause de leur plainte incessante que les gens ont commencé à voir la fonction enseignante comme une fonction de malheureux. Alors qu'hier, c'était la fonction de prestige. Donc, il est important que l'enseignant, de par son apparition physique, puisse restaurer ce prestige-là dans la tête des gens et qu'il soit perçu comme tel. Parce que cela relève à un moment donné même de l'effet de la pensée positive. Lorsque tout le monde vous regarde comme un objet d'envie, vous commencez également à clore, vous commencez également à être comme un fleuron. Vous avez compris que l'antenne est ouverte donc à tous les auditeurs. Donc, si on avait demandé de recevoir rien que on allait peut-être demander à notre technicien de réserver une ligne pour les mouvanciers et ne pas recevoir les opposants. Mais tout le monde a posé la question. C'est ça la radio, c'est vrai. Et nous ne sommes pas là pour défendre le gouvernement. Nous sommes là objectivement pour vous dire un peu ce qui se passe. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense que nous allons peut-être revoir au niveau de la direction ce qu'il faut faire. Mais je pense que pour l'instant, nous sommes dans la droite ligne. Vous avez le micro. Ok, merci. Pour ce qui est de l'opinion des auditeurs, je respecte leur opinion. Je me prononce pas là-dessus, surtout que c'est véritablement l'endroit de la radio. Je laisse les responsables de la radio agir. Pour les questions qui m'ont été posées, je remercie tous les auditeurs qui ont accordé de l'intérêt à cette émission et donc qui m'ont suivi. Le président Talon a été élu par le peuple béninois et un auditeur voudrait savoir qu'est-ce que ça nous inspire aujourd'hui qu'il y ait une mouvance et qu'il y ait une opposition. Je voudrais dire que dans tous les pays normaux du monde, il doit y avoir une mouvance et une opposition. Ça, c'est d'abord un fait qui n'est pas un fait à regretter. Parce que le président Talon lui-même, s'il n'y avait pas d'opposition, devrait s'asseoir et se poser des questions. Comme on dit généralement dans notre langue, non, on ne me tue, non, qu'en fa. Donc, quoi qu'on dise, on ne peut pas avoir un État où il y a un système démocratique et souhaiter ne pas avoir une opposition. La seule chose qu'il faut souhaiter, c'est avoir une opposition raisonnable. Une opposition qui opine véritablement pour l'intérêt général et non fait un combat de personnes. C'est surtout ça. Ce n'est pas parce que j'ai été du système passé ou j'ai été au second tour avec le président et j'ai perdu que d'office, je dis, je dois faire un combat d'opposition. Et ce n'est pas parce que je suis opposant. Parce que je peux, malgré ça, dire je fais un combat d'opposition, mais ce n'est pas parce que je suis opposant que tout de go, tout ce que j'ai, tout ce que le pouvoir fait d'office pour moi est à diaboliser. Non. Donc, pour moi, c'est ce que je pense que l'opposition doit être. Pour ce qui est de la démission de M. Dato, que ce soit un repositionnement ou un désaccord, personnellement, je n'ai pas fait la lecture du repositionnement. Je ne dis pas que c'est forcément balayé en brèche. Je ne l'ai pas fait parce que j'estime que déjà l'homme lui-même n'avait pas une activité politique en tant que telle avant qu'il ne vienne à ce niveau-là. C'est un peu dit, la Cour constitutionnelle a participé à le révéler au grand public béninois. Donc, qu'il soit en quête de repositionnement par ce type d'acte, je ne crois pas. Je crois que pour son positionnement déjà à la Cour constitutionnelle, s'il avait le souci de se repositionner, surtout que c'est une désignation par le chef de l'État, il n'a pas besoin fondamentalement de démissionner. Il a besoin juste de faire ce que ceux à qui nous reprochons des choses ont fait avec l'ancien régime et qui justifie qu'aujourd'hui, qu'ils soient obligés de revenir sur les décisions qu'ils avaient prises hier. Et à partir de là, ils pourraient se repositionner si l'homme qui est aujourd'hui à la Marina était sensible à ce genre d'agissement. Preuve que nous avions eu d'ailleurs qu'il n'est pas sensible à ça. Pour ce qui est de la rencontre entre les ministres et les syndicats, je crois que la solution doit forcément venir de là.
Parce que pour ce qui est du Comité national de dialogue social, qui doit, du Conseil national de dialogue social, qui doit connaître la présence, qui est un comité tripartite, qui est gouvernement, syndicat et patronat, la solution doit forcément venir de là. Que le président soit là ou pas, parce que les ministres représentent valablement le président, que le président soit là ou pas, la solution doit venir de là, doit venir du dialogue. Et pour l'auditeur qui pense que j'ai fait un réquisitoire sévère à l'endroit des syndicats, ce n'est pas ça du tout. Pas du tout, parce que même aujourd'hui, on continue, même dans mes cercles d'amis, on continue toujours de me dire tu as toujours des réflexions de syndicalistes, tu as toujours des réflexions de syndicalistes. J'ai toujours une réflexion de syndicat. Et depuis que j'ai toujours été secrétaire général de syndicat, avant de finir mon mandat, j'avais toujours dit mon désaccord à rester dans un environnement trop politique où on est obligé de mélanger le syndicat à la politique. C'est ça. Personnellement, je n'ai jamais été content de ce fait-là et c'est ça ce que je m'attelle ici. Je dis, la Bourse du travail doit être la maison des syndicalistes, doit être la maison des travailleurs, pas un refuge de politiciens qui ont perdu le pouvoir. Et ça, c'est une question de bon sens. C'est lorsque vous regardez dans les pays développés, la Bourse du travail n'est pas le refuge et les quelques politiciens que vous voyez autour des syndicalistes, par exemple en France, c'est les gens qui sont d'abord syndicalistes. Et c'est parce qu'ils sont syndicalistes que le combat de la gauche, le combat du syndicat les a amenés à se positionner à des élections pour pouvoir porter la voix des travailleurs. C'est différent des gens qui aujourd'hui sont farouchement politiciens, qui hier ont dit il faut retirer le droit de grève, si vous grèvez on va vous sanctionner, qui aujourd'hui se retrouvent à la Bourse du travail pour jouer les bons apôtres. Et ça, je crois que même les syndicalistes en leur sein sont conscients que ce que je dis est pertinent et ne sont pas d'accord avec. C'est ça. Et puis, la lutte contre la corruption. Oui, la lutte contre la corruption, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires autour du caractère très sélectif de la lutte contre la corruption, chose que je n'ai pas encore vue jusque-là, parce que quand on trouve que c'est sélectif, c'est parce qu'on suppose qu'on a épinglé que des gens qui ne sont pas proches du chef de l'État. Et je dis, personne n'a lancé le top pour commencer à épingler les gens. C'est le chef de l'État qui a eu la volonté, qui a une volonté rare, de déposer les dossiers au niveau de la justice pour laisser la justice faire son travail. Par conséquent, je crois qu'il serait abusé et trop précoce de ne pas patienter, de voir où est-ce qu'on veut aller avec cette lutte contre la corruption. Nous avions fait combien d'années, plusieurs décennies de démocratie dans ce pays, on n'a jamais vu ce niveau de lutte contre la corruption, où on est allé taper jusque dans les endroits les plus insoupçonnés. On a arrêté les activités illicites qui ont couru dans ce pays pendant plusieurs années. Ça veut dire que quelque part, il y a une volonté manifeste. Et l'honnêteté veut qu'on laisse cette volonté aller jusqu'à un niveau avant d'apprécier. Pourquoi la grève continue alors, puisque la Cour constitutionnelle a déjà parlé? C'est la preuve que la grève n'était pas liée à la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est en cela que je dis qu'on finit par ne plus prendre sur eux les syndicalistes parce qu'ils sont dans un copinage incestueux avec certains politiciens et on finit par se demander est-ce qu'ils ne font pas la grève parce que ceux qui sont à côté de leur demandent. Le ministre Diakono respecte-t-il justement les décisions du PA, du président de la République? Le chef de l'État est un chef. Et un chef qui ne se fait pas qui n'est pas respecté écarte celui qui lui manque de respect. Et tant que le ministre Diakono est là, c'est parce que le chef de l'État se sent respecté. Et je crois que jusqu'à preuve de contraire, le ministre Diop-Guénou continue de respecter les décisions du chef de l'État, sinon il serait déjà hors du gouvernement. Cas citable, Stop FM, invité donc de ce 4e numéro de l'année 2018, M. Sinudob Agli, analyste politique. Merci de nous avoir accordé votre précieux temps, M. Agli. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous retrouverez donc cette émission sur le site de la radio Océan FM, www.radio-oceanbj.com. La rediffusion de cette émission, c'est déjà demain lundi à partir de 15h. Cas citable, c'est aussi sur YouTube. Toute l'équipe technique dirigée de main de maître par Rock, Bouton Kaido. Et mais vous dis merci. Je n'oublie pas également les techniciens de Iban FM de Parakou.